part à la table ronde numéro 3. C'est Ali Zorghi, Michel Lenoir-Salfati et Elisette Cazelet. Cette table ronde est dédiée à la formation professionnelle continue. Donc, elle va se dérouler en 3 temps. Ali Zorghi, qui travaille à la DG, Michel Lenoir-Salfati, qui dirige l'Agence nationale du DPC, va nous présenter la problématique du côté du DPC. Et puis, donc, on verra un exemple c'est une association, hein, Formatique Santé, qui a une action de formation continue depuis plusieurs années. Et donc, c'est Lisette Cazelet qui va nous présenter donc, cette action. Et puis, on aura une petite, je pense, un temps dédié à la discussion à la suite de cette table ronde. Donc, Ali, à toi. Donc, je représente la DGCIP et plus particulièrement le département des formations santé. Donc, je vais vous présenter la formation continue au numérique en santé. Donc, voilà. L'idée, c'est qu'à travers le travail qui a été fait avec Capgemini et l'ADNS, en collaboration avec la DGOS et la DGCIP, nous avons fait un gros travail de recensement de la formation en santé numérique. Et ce qu'il est ressorti, c'est qu'il y a des besoins en formation très importants. Parce qu'on le sait très bien, le numérique a impacté fortement les pratiques professionnelles. Et donc, il y a des besoins qui sont identifiés. Cependant, face à ces besoins, on a constaté à travers les différents entretiens, les enquêtes, qu'il y a un faible engouement. Faible engouement déjà dans le secteur médico-social. On a pu voir au travers des entretiens des professionnels qu'il y a une faible appétence pour le numérique dans certains secteurs. Et pour d'autres secteurs, comme le médical notamment, il y a un manque de temps des professionnels. Et pour certains, ce n'est pas une priorité. Ce qu'on peut comprendre au vu du contexte actuel de pénurie de personnel. Voilà. Donc, il y a une faible demande de formation et d'un autre côté, on a essayé de répertorier tout ce qui se faisait en formation certifiante. Et là aussi, le bilan est très pauvre. En fait, ce constat d'une faible demande et d'une offre très limitée donne encore plus de poids à l'AMI-CMA et à toute la stratégie d'accélération et nous montre à quel point les priorités sont pertinentes, que ce soit l'employabilité, la transversalité ou la culturation. L'idée, c'est de diffuser une culture du numérique dans le monde médical, médico-social, mais également dans tous les métiers connexes. On l'a vu dans les précédentes tables rondes. Donc, pour l'offre de formation que je vous ai décrite, donc on voit bien qu'elle est peu développée. J'ai pris quelques acteurs représentatifs, certains, je ne les ai pas cités ici parce qu'ils vont intervenir juste après, notamment la NDPC, mais on voit très bien qu'avec des acteurs de l'hospitalier, avec la PHP, du monde médico-social, avec l'OPCO Santé, il y a beaucoup de formations, mais un faible nombre de formations dédiées au numérique en santé. Elles sont finalement quasi inexistantes puisque, en fait, ce n'est pas forcément des formations qu'on les étudie bien de manière approfondie liées aux santé numériques, mais c'est plus des formations au numérique. De temps en temps, c'est des formations à l'informatique, voire à la bureautique. Par exemple, sur la NFH, on voit qu'il y a une formation intitulée « À l'usage numérique et éthique professionnelle ». Donc, c'est des formations très intéressantes, mais la stratégie d'accélération veut faire en sorte qu'au niveau formation, on aille plus loin dans la santé numérique. Donc, pour aller plus loin et développer les formations santé numérique, on l'a vu dans les précédentes tables rondes, il y a plusieurs leviers. Il y a l'AMI-CMA, notamment, mais au-delà de ces leviers, moi, j'ai voulu faire un zoom sur l'environnement de la formation professionnelle. Parce qu'il constitue, je trouve, un levier important qu'on évoque peu. Et c'est
même un préalable. Et une fois que la MICMA va créer une dynamique, il faudra que derrière, les acteurs de la formation s'emparent de cet environnement pour pouvoir pérenniser l'ensemble des actions de formation à moyen terme, voire long terme. Donc, il est indispensable de maîtriser le nouvel écosystème. Donc, il a été instauré par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, loi qui date de septembre 2018, mais dont certaines dispositions, vu le contexte sanitaire, ont mis du temps à être mises en œuvre, et encore, par exemple, pour Calliope, dont je parlerai tout à l'heure, ont été mises en œuvre juste là, en janvier 2022. Donc, ce nouvel écosystème, je vais essayer d'être un peu plus rapide et bref, c'est qu'il est plus simple. Voilà. Il y a des nouveaux acteurs qui sont désormais identifiables et il y a des outils de financement, des dispositifs de financement plus lisibles et intelligibles. On a France Compétences pour la gouvernance nationale. Donc, pour ceux qui sont un peu plus anciens comme moi, ils savent très bien qu'avant France Compétences, il y avait 3 instances avec des acronymes imprononçables et on ne savait pas trop qui faisait quoi. Il y avait le COPANEF, il y avait de mémoire le CNEFOP, et voilà, je passe les acronymes indigestes. Donc, France Compétences, ça donne une lisibilité. Derrière, au niveau des opérateurs de compétences, on passe de 20 OPCA, donc organismes paritaires de collecte, à 11 OPCO. Donc, il y a une réduction des acteurs, mais en même temps, il y a également une meilleure lisibilité. Les OPCO, on sait maintenant qu'ils ont comme mission principale de développer l'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Et donc, l'ensemble des partenaires de l'enseignement supérieur devront s'appuyer sur ces acteurs-là pour développer les formations, et notamment, bien sûr, les formations continues. Et pour le financement, voilà, fini les heures diff, fini les choses complexes. Maintenant, on a le CPF qui permet de développer les compétences et d'être mobilisé assez facilement. Voilà. Là, au-delà des acteurs qui sont identifiables et des outils lisibles, ce qui est important, c'est de remplir les conditions d'éligibilité pour pouvoir avoir droit au CPF et justement derrière pérenniser l'ensemble des formations qu'on développe. Il est indispensable que les prestataires de formation changent leur façon de modulariser leur formation, parce qu'avant, on avait une approche par discipline. Ça se fait dans certaines universités ou chez certains acteurs, mais il y a encore du retard et beaucoup d'établissements ne sont pas encore rentrés dans l'approche par compétences qui permet de découper les formations en blocs de compétences qui sont certifiants et qui, derrière, permettent d'obtenir les financements, et notamment les financements via le CPF, ce qui permet derrière, donc je répète, une pérennisation des actions de formation. C'est vraiment l'enjeu essentiel. Et pour cela, on a 2 répertoires dans lesquels les formations doivent être inscrites. Le RNCP pour les formations qualifiantes et le référentiel spécifique pour les certifications, pour les habilitations plutôt, et tout ce qui est certification liée aux compétences transversales. Par exemple, les certifications PICS, Pro Santé, pourront peut-être, à court terme, être inscrites au référentiel spécifique. Voilà. Ce qui donnera là aussi une visibilité aux actions de formation. Voilà. Et enfin, la maîtrise de l'écosystème passe par l'obtention désormais de la marque Calliope, qui est un gage de qualité et qui est désormais obligatoire depuis le début du mois. Voilà. Voilà pourquoi j'ai fait un zoom sur la formation continue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas parlé de la NDPC parce que voilà, je vais laisser la main à Madame Selfati Lenoir. Avant de vous passer les diapos et de vous montrer ce qu'on peut constater à l'Agence nationale du DPC, 3 préalables rapidement. Je ne vais pas vous faire un cours sur le DPC. Pourquoi on parle du DPC indépendamment de la formation continue? Parce que le DPC n'est pas la formation professionnelle tout au long de la vie qui est prise. Ce sont des textes qui sont dans le Code du travail.
Le DPC, c'est régi par le Code de la santé publique. Ça concerne les seuls professionnels de santé. Et le DPC a deux spécificités. Premièrement, ce ne sont pas que des actions de formation continue qui sont portées dans le cadre du DPC, mais des actions d'évaluation de pratiques professionnelles, capitales ici, et de gestion des risques. Et deuxièmement, les actions sont intégrées dans des orientations prioritaires pluriannuelles sur 3 ans qui sont prises par l'État et qui doivent justement accompagner des mouvements de transformation des pratiques et de l'écosystème. Ça, c'est la première chose et c'est important par rapport à ce que je vais dire. Deuxièmement, que fait l'Agence nationale du DPC? C'est un établissement public sous tutelle du ministère de la Santé et une double tutelle assurance maladie. L'agence pilote l'ensemble du dispositif au niveau de l'offre, vous allez voir. En revanche, elle est relativement borgne au niveau de la demande, puisqu'elle n'a de visibilité sur la demande que par rapport aux professionnels qu'elle finance, et qui sont les professionnels libéraux. En revanche, elle a une vision précise sur les professionnels libéraux. Troisième point, pour que vous voyez les chiffres, l'écosystème de l'agence, 2800 organismes de DPC enregistrés, et nous avons à peu près en ligne une offre de 25 à 30 000 actions de DPC pour toutes les professions de santé. Important par rapport à tout ce que je vais dire maintenant, que vous ayez ça en tête. Premièrement, est-ce que l'État avait anticipé la transformation numérique? Oui, puisque dès 2019, on avait inscrit dans l'arrêté orientation prioritaire de DPC 3 orientations, pas une, 3 orientations en termes de DPC pour entraîner les professionnels de santé justement dans cette transformation numérique. Dans ce groupe de travail, d'ailleurs, il y avait Antoine Ténière, je me souviens, comme quoi le monde est assez petit et on se retrouve. Et vous voyez que ça couvre l'ensemble du champ, puisqu'il y a toute l'innovation numérique, il y a Big Data, Internet des objets, il y a évidemment tout le sujet des outils de coordination et il y a le télémédecine, télésoins, on en a parlé. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression d'avoir, en inscrivant des orientations prioritaires, fait avancer le schmilblick. On est d'ailleurs en train de travailler avec Mathieu Faure pour une nouvelle orientation dans le prochain arrêté qui devrait être publié à l'été prochain. Alors, on était contents, mais voilà. Donc, je ne vais pas les lire en détail. Vous les avez globalement, je vous dis 35 000 actions. On a fait le recensement depuis qu'il y a l'orientation, donc 2020-2021. Et on en a 100 et des brouettes en 2020, 240 et des brouettes en 2021, c'est-à-dire rien ou pas grand-chose. Et vous voyez, je pense que vous l'avez en ligne, ça s'adresse essentiellement, mais vous voyez les pourcentages que je vous donne, c'est les pourcentages du très faible pourcentage d'actions. Ça s'adresse aux médecins, et vous allez voir pourquoi, essentiellement, aux infirmiers et un peu aux pharmaciens. C'est-à-dire une volonté politique forte, ça n'a pas suivi. Et vous avez le nombre d'inscriptions, mon Dieu, voilà, sur 2020-2021. Prenons 2021, c'est presque plus optimiste que 2020. On est à 4200 inscriptions. En 2021, on n'a pas 2022, ça commence, mais ça ne démarre pas très, très fort en termes d'inscription. Donc, une volonté politique forte, une offre très faible, une adhésion très faible des professionnels de santé à ces offres. Alors, les principaux sujets, c'est hyper intéressant par rapport à ce que ça nous a donné comme type d'analyse. Globalement, l'essentiel de l'offre, l'essentiel de la demande, c'est les bonnes pratiques de télémédecine. Et c'est arrivé à un moment où les médecins signent l'avenant 6 de la convention médicale avec l'assurance maladie. Et puis, on a 2-3 trucs. Mais vous voyez, alors là, j'ai même pas... on a un peu la robotisation en santé pour les spécialités médicales. On a les objets connectés, mais alors c'est vraiment de la culture générale. Et puis, on a
le DMP, mais là aussi vraiment très culture générale. Donc essentiellement, l'essentiel des actions, inscriptions, etc., c'est de la télémédecine. Et ça a suivi l'avenant 6 et ça a suivi le Covid. Alors, on s'est demandé, on a analysé un peu deux choses en guise un peu de conclusion, puis de discussion hein, que je donne aussi à tous ceux qui m'écoutaient. Pourquoi si peu d'offres? Et vous voyez, on peut mettre de l'argent sur la table, et on en met, hein, nous. On a 200 millions d'euros quand même pour financer le DPC. On peut mettre de l'argent sur la table, on peut mettre des orientations prioritaires dans un arrêté, et puis on n'a rien. On n'a rien parce que c'est un sujet dont vous avez déjà parlé. Qui pour concevoir ces actions? Qui pour former? En général, ces organismes de DPC sont des professionnels de santé en exercice. Ils n'ont aucun temps d'avance sur les personnes qu'ils ont à former. Et donc, on a une problématique majeure. Ce n'est même pas la formation de formateurs, c'est c'est pas une formation pédagogique, c'est une formation de fond à ce qu'est le numérique en santé et son usage. Et ils ne l'ont pas. Donc, ils ne déposent pas. Voilà. Et y compris les formations sur la télémédecine. Alors, on a quelques organismes qui sont très engagés là-dedans. Il y en a plein, puisqu'on a une évaluation qualité de ces actions, qu'on ne retient pas. En fait, ils annonnent les textes réglementaires, mais on ne travaille pas vraiment sur l'usage de la télémédecine. Le deuxième sujet, alors là, c'est majeur, et quand on lance une stratégie numérique, je pense que c'est un sujet hyper intéressant à discuter. Est-ce que, parce qu'on va proposer des actions, les gens vont s'y inscrire? Et ça, c'est un sujet évidemment majeur. L'article L4021-3 du Code de la santé publique, qui régit le DPC, dit notamment que les professionnels de santé sont libres de s'inscrire aux actions dont ils estiment qu'ils ont besoin. Et globalement, qu'est-ce qui fait qu'un professionnel de santé s'inscrit à une action? Est-ce que c'est parce qu'il y a une stratégie nationale? Est-ce que parce qu'il y a un appel à projet, un appel d'offres? Non, parce qu'il a un usage. On voit avec la télémédecine. Ils ont dû utiliser, ils se sont formés. Est-ce qu'ils vont se former et on a discuté avec François et Mathieu, avec notamment un médecin qui est le directeur développement qualité chez moi, qui est gériatre, il travaille à l'AP, et il dit « mais moi, je ne me suis jamais formé au numérique. Pour l'instant, je ne compte pas me former au numérique parce que dans mon service de gériatrie à l'AP, je n'ai aucun usage du numérique. » Et donc, ça ne correspond pas à ma pratique. Et ça, c'est un sujet majeur qu'il va falloir qu'on discute. Comment on lie la formation continue au numérique à l'usage du numérique? Et une vraie question, qu'est-ce qui précède l'autre? C'est une question essentielle dans toutes les stratégies nationales que l'on peut lancer et que j'avais envie de partager avec vous cet après-midi. Merci de votre attention. Merci Michel. Bon, donc on vient de dire qu'il y avait peu d'offres de formation en santé numérique, en tout cas qu'il y avait un grand besoin, mais il y a quand même des formateurs en santé numérique. Et donc, on va laisser la parole à Lisette pour qu'elle nous dise un mot des actions qu'il mène depuis longtemps dans ce champ. Écoutez, merci. Je suis très heureuse d'être là parmi vous parce que je dirais que ça fait presque 18 ans que j'attends ce type d'événement organisé par le ministère, puisque notre association a été créée en 2003. Et donc, à travers une activité associative, on a beaucoup travaillé dans le domaine de l'information, d'organiser des événements et d'organiser un réseau de partage pour justement promouvoir l'usage du numérique, alors pour la formation, mais bien sûr pour soigner. Et donc, dans le cadre de notre activité associative, on a une activité de formation continue que l'on développe depuis sa création quasiment. Et donc, nos actions, elles visent effectivement à la fois des structures de formation, et une de nos priorités que je vais développer, c'est la formation des formateurs depuis l'origine de notre association. Et puis,
un peu plus récemment, j'oserais dire depuis 2007, 2008, la formation numérique en santé que nous avons initiée et qui est montée en charge au fur et à mesure des années et du développement des outils numériques. Et donc, nous avons notamment initié 2 actions dont je vais vous parler plus précisément aussi, qui est le MOOC e-santé depuis 2015 et depuis 2022, nous venons de démarrer un MOOC dans le secteur médico-social. Donc, et nous avons une certification Calliope obtenue depuis fin 2021. Non, depuis décembre 2020, pardon, excusez-moi, c'est décembre 2020. Alors, peut-être une des priorités, je le disais depuis la création de notre association, c'est la formation des formateurs aux usages du numérique. Donc, la priorité a été d'abord de former les formateurs à l'usage du numérique pour former, pour la formation, pour enseigner. Et donc, parce que, je dirais, depuis le début des années 2000, il y avait encore peu d'équipements dans les instituts de formation. Et puis, bon, progressivement, heureusement, cela est venu. Alors, ce qu'on a constaté au fur et à mesure de l'évolution des choses, c'est que dans les structures de formation, puisqu'on s'adresse beaucoup, nous, aux structures de formation paramédicales, aux instituts de formation, c'est que ces instituts sont venus, je dirais, avec des plateformes de formation au moment de la réforme de 2009. Mais souvent, ça a été vécu un petit peu comme des outils imposés par l'université et donc des cours qui étaient mis sur des plateformes à l'intention des étudiants sans que forcément les formateurs s'approprient, en tous les cas au début, ce type d'outils. Une problématique aussi que l'on constate, c'est que les systèmes d'information des instituts de formation sont très dépendants des systèmes d'information hospitaliers et je dirais très contraints. Et ces contraintes-là, elles pèsent sur les instituts qui ont très peu d'autonomie au niveau de leur système d'information et qui constituent des freins très importants. Lorsque nous intervenons dans les instituts de formation, ça devient des situations quelquefois ubuesques. Donc, on a quelquefois pas de Wi-Fi, on a effectivement des ordinateurs obsolètes, des difficultés à avoir des outils pour former. Donc, c'est vrai que dans certains instituts, les formateurs, malgré leur intention de se former, n'ont pas toujours les facilités. Au-delà, bien sûr, je passe dans certaines zones blanches de certains instituts, mais déjà au niveau du matériel. Et encore trop peu d'instituts de formation ont pu recruter des ingénieurs pédagogiques qui accompagnent les équipes pédagogiques dans la mise à disposition des outils numériques pour les étudiants. Et donc, ces formations, nous les développons donc au sein des instituts. Ce sont des formations actions que nous menons au niveau de cela. Alors, la pandémie a donné un coup d'accélérateur dans les instituts de formation. Tous les instituts se sont mis à la visioconférence. Mais j'oserais dire pour autant, ça n'a pas forcément développé les compétences pédagogiques de tous les formateurs. Et là, aujourd'hui, on a encore des demandes de formation à ce niveau-là, puisque encore trop de plateformes servent un petit peu à mettre des contenus sur étagère et encore trop peu, je dirais, de contenus interactifs, collaboratifs au niveau de la formation. Alors, dans la formation des formateurs, nous avons, je dirais, l'ancien C2I enseignant et le référentiel PIX dont on se sert pour permettre aux formateurs de développer des compétences numériques. Donc, c'est vrai qu'on est intervenu dans de nombreux événements. On a assuré la formation aussi de nombreux formateurs en Algérie, puisqu'on avait un partenariat avec l'Institut national de pédagogie. Et nos colloques ont fait une grande place au numérique. Alors, dans la formation des formateurs, effectivement, Madame Lenore Serfati le soulignait, malheureusement, on n'en est encore pas à la formation des formateurs au numérique. Alors, dans l'élément suivant, donc, on a vu arriver, lorsque en 2015, dans le cadre d'Hôpital Numérique, qui s'est développé 2012-2017, il y avait un axe qui s'appelait compétences et formation. Et donc, nous nous sommes saisis de cet axe formation et après avoir travaillé avec la NAP sur un référentiel de compétences SI, nous avons initié un premier MOOC e-santé. Et dans ce MOOC e-santé, on a vu arriver des formateurs, mais qui n'ont pas forcément réinvesti
la formation qu'ils avaient reçue pour pouvoir mener à bien aussi des actions de formation. Alors, nous avons mis en place, je dirais, 2 parcours à partir de 2016. Un parcours découverte qu'on faisait en général au printemps et un parcours approfondi pour les porteurs de projets qui voulaient mettre en place un projet et travailler de façon collaborative. Donc, sur cette plateforme de formation Mookie Santé, nous avons eu plus de 10 000 participants qui se sont inscrits et parmi eux, 800 formateurs environ du secteur sanitaire, mais aussi, on a vu des instituts proposer à leurs étudiants de s'inscrire au MOOC. Et on a vu surtout des étudiants en orthophonie, de kinésithérapie, quelques instituts de formation en soins infirmiers qui ont permis à leurs étudiants d'accéder à la formation. Ce qu'on a beaucoup regretté, c'est que c'était quelque chose qui se faisait à côté, mais qui ne s'articulait pas avec le référentiel de formation métier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu regretté. Alors, en 2020-2021, on a réactualisé ce Mookie Santé à la fois dans le contexte de la feuille de route du numérique pour la santé, bien sûr, de la pandémie. Et donc là, on a eu la première session, 1200 personnes inscrites et 1560 pour la dernière session. Et donc, c'est dans le cadre de cette dernière session qu'on a vu arriver des cadres de santé, des infirmiers en pratique avancée et de nouveaux étudiants en soins infirmiers qui se sont connectés à cette plateforme. Donc, aujourd'hui, on a pratiquement 13 000 participants qui sont inscrits sur la plateforme. Et ce qui nous conforte quand même sur le fait de l'intérêt de cette formation, qui, bien sûr, on peut le regretter, c'est qu'une formation à distance, mais c'est quand même une formation tutorée dans laquelle il y a énormément d'échanges et de contributions. C'est que beaucoup des personnes qui, effectivement, ont suivi ce MOOC ont pu prendre des missions de référents dans les établissements. On voit beaucoup de personnes qui, dans les grades aujourd'hui, travaillent sur des missions transversales. Donc, continuer. Alors, c'est dans le cadre du dernier Mookie Santé qu'on a vu arriver des acteurs du médico-social, puisque, entre-temps, la trajectoire du numérique dans le médico-social avait été publiée. Et donc, on a été saisi par quelques acteurs inscrits au Mookie Santé en formulant la demande, mais on aimerait bien, nous aussi, avoir un MOOC pour le secteur médico-social. Donc, on s'est saisi de cette demande et on a constitué un groupe de travail avec des professionnels du secteur. Et on a monté ce MOOC qui vient de démarrer, là, au mois de janvier, fin janvier, là, le 19 janvier, et qui est ouvert jusqu'au 2 mars. Donc, ce MOOC, effectivement, il a 5 axes principaux à partir d'un module 0. Donc, un module qui permet effectivement de découvrir un petit peu quel est aujourd'hui le paysage du numérique dans le secteur médico-social, avec à la fois quels sont les usages aujourd'hui de ces acteurs du secteur qui sont diversifiés. On est vraiment là dans l'accompagnement avec le numérique. On a bien sûr la découverte, la trajectoire du numérique et de tous les acteurs qui aujourd'hui portent au niveau national cette politique. On fait un focus important sur le dossier usager informatisé puisqu'on est en pleine période d'appel à projet. Et je relève ce que Mme Srafati disait, à savoir qu'aujourd'hui, il y a un usage qui est en cours de se développer et du coup, il y a des demandes. Je dirais qu'à peine une semaine et demie après le démarrage, on a déjà plus de 400 inscrits à ce MOOC et des personnes qui sont très mobilisées parce qu'ils ont dans leurs établissements des appels à projets, des projets à mettre en place et beaucoup de référents de ces établissements se mobilisent aussi. Le 3e module est centré sur tous les outils de communication, de coordination des parcours et bien sûr tous les échanges de données sécurisés qui vont avec le focus sur, bien sûr, mon espace santé qui est au centre de ce module. Dans le module 4, c'est tous les usages à télésanté dans le secteur et dans le module 5, ce sont tous les outils et usages qui aujourd'hui sont disponibles pour compenser tous les handicaps, toutes les pertes d'autonomie, qu'elles soient physiques ou psychiques. Et bien sûr, aussi maintenir le lien social. Alors, ce projet, il aura une continuité puisqu'on a déjà travaillé sur un autre parcours de formation qui va être complémentaire, qui va être destiné aux personnes accompagnées. Par contre, ce qu'on envisage déjà, c'est de proposer aux établissements intéressés de pouvoir internaliser un MOOC, c'est-à-dire sous forme de SPOC, de façon à ce que les professionnels puissent, au plus près de leurs usages, pouvoir se former
au-delà, bien sûr, des formations outils qui sont proposées. Et aujourd'hui, malheureusement, les seules formations dont certains professionnels bénéficient restent que des formations outils. Et donc, on souhaite qu'effectivement puissent se développer d'autres approches. Alors, ce parcours, il est complété par des webinaires. Hein, donc, on a la semaine prochaine un webinaire sur tout ce qui est les écrits professionnels dans le DUI. On aura un webinaire sur le téléaccompagnement aussi, et un dernier webinaire sur l'éthique. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, on est engagé sur ce nouveau chantier. Le Mookie Santé existe toujours, mais pour l'instant, il n'est pas actif. Et on ne demande qu'à le réactiver. S'il y a d'autres acteurs qui veulent travailler avec nous, on est prêt à travailler avec toutes les personnes qui sont intéressées. En tous les cas, le Mookie Santé est disponible si certains souhaitent le développer dans leur structure d'établissement ou autre. Voilà. Merci pour cet exemple de la construction d'une offre de formation en direction des professionnels dans le champ de la santé numérique. À la suite de ces 3 interventions et en direction des futurs porteurs de projets, je pense que c'est le volet formation professionnelle est vraiment important et il faut ne le négliger pas. Et deuxième aussi volet, la formation des formateurs qui est vraiment quelque chose d'essentiel. Surtout, je dirais, enfin particulièrement pour la formation professionnelle, où là, il y a un déficit de formateurs évident. Et on va clore la table ronde. Merci de votre participation. Merci.